En 1948, les habitants de Terre-Neuve et Labrador se préparaient à se rendre aux urnes. Ils devaient décider quelle forme de gouvernement allait administrer le pays. Leurs choix ont été connus le 11 mars 1948. Une commission de gouvernement pour une période de 5 ans, un gouvernement responsable tel que celui qui était en place en 1933 et la Confédération avec le Canada. La date du référendum a été fixée au 3 juin 1948, soit dans 3 mois. 2 clans se sont démarqués pendant la campagne, les partisans de la Confédération avec le Canada et ceux qui étaient contre. Ceux qui étaient en faveur de la Confédération ont mené une campagne efficace. Ils étaient bien financés, bien organisés et leur réseau s'étendait sur tout le territoire jusqu'au Labrador. Ils avaient également le soutien tacite des gouvernements britanniques et canadiens. Les leaders pro-confédération étaient le charismatique Joey Smallwood, un journaliste fougueux qui maîtrisait l'art de parler en public, et F. Gordon Bradley, un politicien et homme d'affaires très connu et respecté. Smallwood, Bradley et les autres confédérés ont mené une campagne efficace avec beaucoup de compétences et d'assurance. Ils affirmaient qu'advenant la Confédération, l'accès aux services sociaux canadiens contribuerait à augmenter le niveau de vie de la population. Des caricatures pro-confédération laissaient entendre qu'un retour à un gouvernement responsable signifierait un retour à la pauvreté et aux scandales politiques qui avaient empoisonné la politique locale au début des années 1930. Pour leur part, les forces anti-confédération étaient désorganisées et divisées en 2 factions, la Ligue du gouvernement responsable et l'Economic Union Party. La Ligue du gouvernement responsable, RGL, militait pour le retour d'un système de gouvernement responsable tel celui qui était en place en 1933, avant que la commission de gouvernement n'entre en fonction. Ses partisans affirmaient que Terre-Neuve et Labrador avaient les moyens de devenir une nation autonome compte tenu de son économie forte. La RGL prévenait aussi la population qu'un gouvernement canadien ne s'occuperait pas convenablement de l'industrie de la pêche de Terre-Neuve et Labrador. Elle alléguait que compte tenu de ses obligations envers les autres provinces, Ottawa serait incapable de s'occuper de tous les dossiers et de faire du bon travail. Par ailleurs, un gouvernement responsable n'aurait à rendre de compte qu'à la population de Terre-Neuve et Labrador. L'un des membres les plus éminents de la RGL était l'homme d'affaires Albert Perlin. Il utilisait les colonnes du Daily News pour militer en faveur du retour d'un gouvernement responsable. On a entendu beaucoup d'absurdités à propos de ce que le Canada ferait pour aider à développer nos industries. Nous recommandons à ceux qui croient cela de lire le dernier numéro du Financial Post de Toronto, où ils pourront voir des graphiques explicites qui montrent que le déclin de l'industrie dans les maritimes est inversement proportionnel à l'essor de la production industrielle dans les provinces du centre du Canada. Qu'est-ce qui pourrait bien inciter les industriels canadiens à investir à Terre-Neuve qui n'étaient déjà là au cours des dernières années? Les confédérés sont incapables de répondre parce qu'il n'y a rien à dire. Perlin a admis que la confédération avec le Canada était une éventualité réelle, mais il insistait pour dire que le retour d'un gouvernement responsable était d'abord nécessaire. Il croyait que seul un gouvernement terneuvien élu serait en mesure de négocier adéquatement les conditions de l'Union. Le second groupe anti-confédération était l'Economic Union Party, EUP. Dirigé par l'éminent homme d'affaires Chesley Crosby de St. John's, il préconisait la création de liens économiques particuliers avec les États-Unis, un genre de libre-échange qui permettrait aux exportations de Terre-Neuve et Labrador d'avoir accès au lucratif marché américain. L'EUP affirmait que de tels liens permettraient à Terre-Neuve et Labrador de maintenir son autonomie à long terme. Les États-Unis ont toutefois manifesté peu d'enthousiasme pour cette union économique et cette option n'a donc pas été proposée lors du référendum.
Par conséquent, Crosby et ses partisans ont conclu que le retour d'un gouvernement responsable constituerait une première étape en prévision de futures négociations visant une union économique avec les États-Unis. Même si l'EUP et la RGL étaient contre la Confédération, les deux groupes n'ont jamais uni leurs forces. La campagne anti-confédération était désunie en plus de manquer à la fois de leadership et de financement. Malgré ces désavantages, la population soutenait largement les groupes anti-confédération, surtout dans la péninsule d'Avalon. Les gens d'affaires, tout comme l'Église catholique, avaient tendance à favoriser l'instauration d'un gouvernement responsable. L'archevêque Edward Roach était farouchement opposé à la Confédération. Il craignait que cela fragilise le système d'enseignement confessionnel et que les lois canadiennes permissives en matière de divorce menacent la vision morale de l'Église catholique traditionnelle concernant la famille. Le 3 juin 1948, les habitants de Terre-Neuve et Labrador se sont rendus aux urnes. Le résultat final a été de 44,6% des votes en faveur d'un gouvernement responsable. L'option en faveur de la Confédération a obtenu la deuxième place avec 41,1% des votes, tandis que la commission de gouvernement est arrivée loin derrière avec seulement 14,3% des votes. Ces chiffres étaient importants puisqu'ils signifiaient qu'aucune option n'avait réussi à se démarquer nettement. Aucun groupe n'avait rapporté plus de 50% des votes. Environ 55% des gens avaient voté contre un gouvernement responsable et environ 59% avaient voté contre la Confédération. Un second référendum était donc nécessaire et la date a été fixée au 22 juillet. Cette fois-ci, la commission de gouvernement ne faisait plus partie des options proposées sur le bulletin de vote. La RGL et l'EUP ont décidé d'unir leurs forces, mais ils n'en étaient pas moins désorganisés et leur leader n'était pas assez fort pour tenir tête au charismatique et convaincant Joey Smallwood. En revanche, les confédérés ont entrepris la seconde campagne avec énergie et enthousiasme. Ils étaient convaincus que la plupart des gens qui avaient voté pour la commission de gouvernement allaient préférer la Confédération au retour d'un gouvernement responsable. Afin de gagner ces votes additionnels, les confédérés ont adopté deux tactiques jouant sur les sensibilités religieuses. Premièrement, ils ont décidé d'insister sur le rôle que l'Église catholique avait joué lors du premier référendum, ce qui, selon eux, avait convaincu davantage de protestants de voter en faveur de la Confédération. Deuxièmement, les confédérés ont affirmé que les membres de l'EUP avaient été déloyaux et anti-britanniques en voulant créer des liens avec les États-Unis. Ils espéraient que cela puisse toucher une corde sensible chez de nombreux Terre-Neuviens et Labradoriens qui entretenaient des liens affectifs avec la Grande-Bretagne. La Confédération était présentée comme pro-britannique et un nouveau slogan est apparu, « British Union ». Le 22 juillet, 85% des électeurs inscrits se sont présentés aux urnes. Les résultats ont été serrés, mais la Confédération a gagné avec une faible marge, soit 52,3% des votes. Lors des deux référendums, la péninsule d'Avalon a opté pour un gouvernement responsable, tandis que le reste du pays a voté en faveur de la Confédération. Les réactions ont été vives chez les deux clans à la suite de l'annonce des résultats. Les partisans de la Confédération ont célébré, tandis que leurs opposants ont vécu la défaite avec tristesse. Certaines personnes ont mis des drapeaux en berne lors d'un rassemblement organisé pour exprimer leur deuil. Le processus de confédération était désormais en marche. Une délégation de Terre-Neuve s'est rendue à Ottawa pour négocier les conditions finales de l'Union. Parmi les délégués se trouvaient les leaders confédérés F. Gordon Bradley et Joseph Smallwood, ainsi que le chef du clan adverse, Chesley Crosby. Une grande partie de l'automne 1948 a été consacrée aux négociations et les conditions officielles de l'adhésion de Terre-Neuve à l'Union canadienne ont été signées le 11 décembre 1948. Le premier ministre Louis Saint-Laurent et Brooke Claxton, vice-président du comité du cabinet pour Terre-Neuve,
ont signé au nom du Canada. Tous les membres de la délégation terre-neuvienne ont signé au nom de la nouvelle province, sauf Crosby, qui était en désaccord avec les arrangements financiers. Les nouvelles conditions de l'Union sont entrées en vigueur juste avant minuit le 31 mars 1949. Après avoir travaillé si fort pour que Terre-Neuve se joigne au Canada, Joey Smallwood est devenu le premier premier ministre de la nouvelle province. Il est resté au pouvoir au cours des 22 années qui ont suivi.